Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Migration. Je suis Charlemagne Ferret, spécialiste en droit d'immigration. Alors nous sommes dans les bureaux de Global Ferret Migration pour monter cette capsule vidéo qui va nous donner des informations sur le Canada. Suivez-nous après cette publicité, il nous fera plaisir de décortiquer ou bien de partager leurs témoignages avec vous. Standing at the edge of this cliff, wondering where I've been. Oui, merci d'être toujours avec nous. Nous sommes toujours dans les bureaux de Global Ferret Migration. Nous sommes aujourd'hui avec deux invités qui nous sont très chers. Ils vont se présenter et puis ils vont partager leurs témoignages par rapport au Canada, par rapport à leur vécu, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont et comment le Seigneur les utilise également au Canada. Bonjour à tous. Mon nom est Serge Balimaka. Ça va faire à peu près 15 ans ou 16 ans que je suis au Canada. Alors, je suis ici avec toute ma famille. Moi, c'est Karine Minga. Je suis originaire du Congo-Kinshasa, mais ça va faire effectivement 16 ans, peut-être 17 ans que je suis ici au Canada aussi. Okay. Avec la famille, la grande famille et puis la personne. Ce sont des personnes qui nous ont vu commencer cette entreprise qui vous donne, qui vous offre des services sur l'immigration. Alors, M. Serge, vous êtes arrivé au Canada dans quelle catégorie d'immigration? Nous sommes arrivés au Canada dans la catégorie qu'on appelle regroupement familial. Donc nos parents étaient déjà ici, vivaient au Canada. Donc suite à ce processus-là, nous sommes venus avec toute la famille. Maman Karine, vous êtes venue dans quel programme? C'est dans le même cadre aussi. Donc les parents étaient déjà ici, mon père était ici, donc il a fait venir toute la famille. On avait déjà la résidence. Donc en venant ici, on était déjà des résidents permanents. Ok, le regroupement familial, c'est un programme du gouvernement du Canada qui permet à des étrangers qui sont au Canada comme résidents permanents ou bien des citoyens canadiens de regrouper les membres de leur famille, c'est-à-dire de permettre aux membres de leur famille de venir au Canada s'installer avec un statut de résident permanent. Donc il arrive souvent que quand on fait soit le parrainage ou bien le regroupement familial, il y a une notion qu'on appelle enfant à charge. Enfant à charge, les enfants dans le temps, je crois que c'était 22 ans. Après, on avait changé ça, mais là, actuellement, si vous avez des enfants qui ont moins de 22 ans, ces enfants peuvent venir sur ce qu'on appelle les enfants à charge. Mais s'ils ont 23 ans, 24 ans, malheureusement, on ne peut pas faire le regroupement familial. Okay. Quand vous êtes arrivé au Canada, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a été plus fort pour vous? D'abord le climat. C'était quelque chose de très particulier de voir le froid extrême. N'étant pas très habitué au froid extrême, on vient des pays tropicaux. C'était l'une des choses. Il y a aussi, c'est une nouvelle culture. On n'était pas trop familier à cette culture-là. Nous, on a notre culture africaine très chaleureuse, où on vit toujours en communauté, les uns à côté des autres, mais on a constaté une toute autre culture ici. Les gens sont un peu distants les uns des autres. C'est des choses qui m'ont particulièrement frappé. Mais quand vous parlez de climat, ça ne veut pas dire que tout est fait froid au Canada, parce que les gens qui vont souvent penser que tout est fait froid. Non, je parle de l'hiver en particulier, mais sinon on a d'autres saisons où c'est extraordinaire, il fait très beau, et l'été, ça nous rappelle un peu la chaleur africaine et tout ça, avec une petite dose d'humidité. Voilà. Alors oui, donc c'est un peu ça, de voir différentes saisons, de voir comment les gens se comportent aussi. Alors, dans mon cas, c'était par le froid, c'était aussi de voir plusieurs cultures, plusieurs personnes d'autres pays, ressortissants des autres pays. Donc on est, c'est sûr qu'en Afrique, au Congo, on est juste nous. Mais ici, on avait des Chinois, on avait des Algériens, on avait en tout cas toutes les races et toutes les nations. Alors on se retrouve un petit peu comme dans un monde au Canada. On est comme dans un monde et moi j'étais comme, ok, j'ai pu apprendre des autres et apprendre aussi la langue aussi anglaise. C'est sûr que oui, on parle français, anglais, mais c'était aussi cet apprentissage-là de pouvoir renforcer l'anglais parce que le Canada est quand même un pays bilingue. Donc pour moi, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La rencontre des cultures, la rencontre des pays. Ce que je trouve beau, c'est que je n'ai pas besoin de voyager pour vivre le monde. En fait. Je vis le monde au Canada. Je peux aller, comme tu dis, dans un restaurant, mais je peux aller aussi, par exemple, dans
une famille pour apprendre la culture de cette famille-là, entre autres une famille russe ou encore une famille algérienne. Et il y a cette ouverture-là à d'autres cultures, à d'autres pays, à d'autres langues, et j'ai pas besoin de visa pour ça, pour le faire. J'ai réussi au Canada. Et pour des gens qui arrivent, parfois on se pose la question, oui, j'étais dans mon pays, j'ai fait 30 ans, là je vais au Canada. Est-ce que la nourriture africaine, ça s'achète sur place? Oui, je pense qu'on est quand même assez fourni là-dessus ici à Montréal. C'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup, mais actuellement, on peut dire qu'on est quand même assez desservi. Je pense autant à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. On ne peut pas faire 10 km sans trouver un marché africain. Bon, il n'y a pas que les Africains qui ont le monopole maintenant, mais il y a d'autres cultures aussi, d'autres communautés, comme la communauté chinoise, qui travaille bien sûr en collaboration avec quelques Africains. On retrouve nos produits africains aussi dans ces marchés-là. Donc là-dessus, je pense qu'on est quand même assez... Non, il n'y a pas cette inquiétude-là. Comme je disais, on rencontre les pays au Canada. Donc, c'est-à-dire quand je parle des pays, je vois la nourriture, je vois la culture, la danse, ça peut être la musique. Donc, on retrouve tout ce que je peux retrouver en Afrique, mais je le retrouve ici au Canada. Donc, il y a pas, les gens n'ont pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Ils peuvent vivre comme s'ils étaient en Afrique, mais tout en étant... Alors, nous savons tous que le Canada, c'est une terre d'immigration. Okay? Tout le monde est étranger au Canada et tout le monde appartient à la société canadienne. La question posée, souvent nous avons entendu parler dans d'autres pays, là où les nationaux sont vraiment fermés aux étrangers. Au Canada, nous avons remarqué que les gens sont vraiment ouverts. On peut répondre à vos questions, on peut vous orienter, les gens sont sympas, les gens sont gentils. Prenons l'exemple sur le monde de la police, par exemple. Dans des pays là où on a grandi, on ne peut pas dire bonjour à un policier. Ici, on a vu des enfants les policiers peuvent s'arrêter pour dire bonjour à un enfant. Okay? On voit que la société est quand même ouverte là. Mais il y a cette ouverture, en fait, c'est ça qui fait même que le Canada soit une terre d'accueil, comme on le dit. C'est parce qu'il y a cette ouverture. Les gens qui sont venus ici, ou les Premières Nations, si on peut dire, il y avait déjà cette ouverture-là ici au Canada. Moi, quand je suis arrivée, au fait, les gens qui m'ont aidé à m'intégrer, hormis les gens de ma patrie, il y avait les Canadiens de souche. Donc c'est une fierté pour un Canadien de dire, ben, Karine, je te prends par la main, je vais te montrer, ben, c'est ici que tu peux acheter quelque chose, ben, c'est ici ton transport, c'est là la maison que tu peux habiter. Donc il y a cet accompagnement-là qui s'est fait déjà lorsqu'on arrive ici au Canada. Pas seulement les gens qui sont dans nos communautés, mais ça peut être un Québécois, ça peut être un Canadien ici, là, de souche, qui peut nous accompagner. Il y a des services qui sont là, entre autres, comme Global, qui est là pour accompagner. Donc, les gens ne pourront pas se sentir vraiment dépaysés lorsqu'ils viennent ou encore restreints pour dire, ben lui, c'est un tel, mais il y a cette ouverture-là, effectivement. Nous disons souvent à nos clients qu'on a créé ces services évidemment pour les accompagner. Parce que l'immigration est simple mais pas facile. Parce que quand on arrive dans un nouveau pays comme le Canada, un grand pays, là de repère, on ne connaît personne. Dans ton pays, tout le monde te connaissait, tu étais le monsieur X, mais quand tu arrives au Canada, personne ne te connaît. Donc ça prend un certain temps d'intégration. Mais vous, quand vous êtes arrivé, comment s'est passé ce temps-là? Il faut être honnête, c'est un temps de questionnement. On se cherche un peu, on est coupé, on arrive dans un tout nouveau pays et puis il faut qu'on apprenne ces réflexes qu'on avait au pays pour se familiariser. Moi je donne mon exemple à moi parce que moi je n'avais que pour seul repère mes parents parce qu'ils vivaient déjà ici et puis quelques amis de ma famille. Mais même à ça, il fallait que je sorte de ce cercle-là pour aller et faire ma petite expérience aussi. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé à l'université, parce que lorsque je suis arrivé au Canada, la première chose que je voulais faire, c'est étudier. Je suis arrivé à l'université, je ne connaissais personne, mais je n'avais pas le choix, à un moment donné, d'aller vers d'autres cultures, d'autres personnes pour essayer soit de trouver de l'aide ou se mettre en équipe pour faire des travaux. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que les Québécois, le peuple francophone qui vit ici au Canada, au Québec, ils étaient quand même ouverts. Ils étaient ouverts. Moi, je ne savais pas comment je pouvais, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que je pouvais recevoir une certaine aide de cette façon-là, mais j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait une certaine ouverture, qu'on n'était pas seul. À chaque fois qu'on manifestait un besoin, ben, il y avait quelqu'un pour nous accompagner. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, que j'ai beaucoup aimé. Parlons de l'université. Je me rappelle, j'ai fait des cours de gestion de projet au HSM. J'ai remarqué d'abord dans la classe, il y a différentes nationalités, comme on dit Karine, on trouve le monde au Canada.
De deux, on bénéficie également de l'expertise, de l'expérience des autres qui sont en place pour nous aider pour travailler ensemble. C'est pas juste que moi je reste avec les Africains ou bien les autres. D'ailleurs, quand on est ici, à un certain moment, on perd cette notion que je suis africain, que je suis européen. On ne te rappelle pas que toi tu es africain ou bien tu es étranger. Tout le monde est étranger. C'est ça, tout à fait. Ben, on ne le voit pas parce que, comme je disais, au Canada, c'est qu'on est humain d'abord. Ils ne voient pas cette différence, ils sont aussi habitués à ça. Par contre, je vais rajouter par rapport à ce que Serge a dit, moi, je suis arrivée plutôt dans une province anglophone. Donc, venue d'un pays francophone, dans une province anglophone, ben, là où je pouvais m'adapter, c'est la langue. Alors oui, effectivement, je suis allée pour apprendre une langue et les provinces anglophones, ben, entre autres, l'Ontario avait déjà ces programmes-là lorsqu'on vient d'un autre pays qui n'est pas anglophone, donc il faut apprendre la langue. Déjà là, ça faisait en sorte que l'intégration était plus facile et on pouvait comprendre un peu au niveau de la culture, on pouvait comprendre un peu au niveau des valeurs, qu'est-ce que le Canada et tout ça. Et ils expliquaient le Canada au fait. Même si on apprenait la langue, mais il y avait cette notion-là de comprendre c'est quoi le Canada, comment le Canada a commencé, qui est-ce qu'on peut retrouver au Canada. Effectivement, c'était une manière pour nous de nous intégrer par la langue aussi. C'est vraiment... Mais quand on parle des provinces, vous êtes arrivé dans une autre province qui n'est pas le Québec. On comprend que le Canada est composé des provinces. C'est ça. Nous avons le Québec, là on parle le français. Mais dans d'autres provinces, on parle également le français. Bien qu'il est minoritaire, il y a l'anglais et le français. Le Canada, c'est un pays qui est bilingue. Et dans le Québec, la différence est que le Québec a signé des accords avec le gouvernement fédéral, que le Québec peut sélectionner ses immigrants. Quand le Québec sélectionne, le fédéral ne peut pas refuser. Alors que d'autres provinces peuvent seulement désigner. Une fois qu'on est arrivé au Canada, que ce soit au Québec ou dans une autre province, qu'on a eu la résidence permanente, on peut déménager dans n'importe quelle province. On n'est pas obligé de rester là où on parle français. On peut aller à Vancouver par exemple, on peut aller dans n'importe quelle ville du Canada. C'est ça. Ben, c'est ça en fait. Moi quand je suis arrivée au Canada, je suis restée à peu près une bonne dizaine en Ontario, faire mes études et puis... en anglais. Non, mes études, je les ai faites en français, mais les travaux... vous étiez en Ontario, mais vous avez étudié en français. En français, voilà. Parce qu'à l'université, on a la possibilité d'étudier dans les deux langues, ou encore en français, ou encore en anglais, ou encore dans les deux langues. Alors moi, j'ai choisi de continuer en français parce que je voulais avoir ma formation. Nous, on fouillait l'anglais quand on était Mais finalement, ça fait que quand j'ai fini mes études, je suis allée travailler au Québec. Mais même si on dit le Québec c'est francophone, mais il y a aussi certaines entreprises qui exigent à ce qu'on soit bilingue. C'est vraiment une bonne chose de vivre au Canada. On apprend l'anglais, on apprend le français et de travailler dans les deux langues. Alors moi j'ai pu travailler dans les deux langues et c'est comme ça que j'ai aménagé aussi au Québec. Mais c'est sûr que dans mes emplois que j'ai eu à occuper, mes postes que j'ai eu à occuper, oui effectivement j'avais besoin de l'anglais, oui il fallait que je travaille aussi en anglais parce qu'on travaille aussi avec d'autres provinces à l'extérieur du Québec. Donc c'est un peu ça, ça a permis un peu pour que je puisse bouger de province en province. Et c'est pas comme si on est limité, il y a une bonne infrastructure là-dessus pour pouvoir voyager d'une province à l'autre. Donc, si je peux rebondir sur ce que Karine a dit, la langue est très importante. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais buté au fait que je ne comprenais pas le français qu'on parlait au Québec. Alors, juste une petite anecdote comme ça, je suivais un cours le matin, je suivais le même cours l'après-midi parce que le cours du matin, je n'avais rien compris. Le français, l'accent français. Ouais. Alors, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. À un moment donné, ça me... Alors, j'ai dû m'associer avec des jeunes Québécois dans ma formation et c'est eux finalement qui m'ont permis de comprendre certaines choses, le jargon, certains termes qu'on utilisait parce qu'on était dans un cours technique, il fallait apprendre. Alors, je ne comprenais toujours pas tout. Alors, j'ai dû apprendre cette langue-là. C'est le français, mais un français qu'on parle qui est typiquement québécois. Alors, j'ai dû apprendre cette langue-là, mais en même temps, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui parlaient aussi l'anglais. Donc, on a dû faire je leur ai demandé, regardez, dans nos temps libres, parlez-moi en anglais, parce que je vais apprendre cette langue-là. Alors, dans nos temps libres, on parlait, on discutait en anglais, puis j'ai aussi appris une partie de l'anglais avec ces gens-là. Vous savez, je me rappelle quand nous étions au lycée, au collège, le professeur d'anglais rentrait, nous en sortait, on disait je n'irai pas en Angleterre. Ça, c'est vrai. Nous pensions que les études étaient seulement dans un pays francophone. Mais maintenant, avec la mobilité internationale, on se rend compte qu'on a besoin de parler et le français
et l'anglais. Tout à fait. Ok. Maintenant, pour des personnes qui sont par exemple à l'extérieur, ou bien des gens qui suivent cette vidéo, qui ont un projet pour le Canada, quel conseil pouvez leur donner? Comment doivent-ils se préparer? Souvent, des gens qui ont des enfants, par exemple, de 13 ans, de 12 ans, à quoi s'attendre quand ils vont arriver au Canada? Ce que je pourrais leur dire, c'est d'abord de savoir où est-ce qu'ils vont. Okay. C'est bien, oui, de savoir que le Canada et tout ça, mais comme Serge l'avait mentionné, c'est qu'il y a un choc de culture. Donc il faut savoir comment est-ce que, là où je vais, comment ça se passe. S'informer d'abord. Et après ça, dès qu'on s'informe, on a une idée, peut-être une petite idée. Il y a d'autres choses, peut-être c'est avec l'expérience, quand on va venir sur place, on va le vivre. Mais déjà de s'informer, d'avoir déjà des notions, comment ça se passe, la langue, l'école, on parle de l'école avec les enfants, c'est tout un autre monde. J'ai ma petite fille, je le vois un peu quand je l'envoie à l'école, c'est qu'elle vient avec l'information qu'elle vient à la maison, il y a comme un choc, peut-être il y a certaines choses, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans la manière dont je vois, mais il faut essayer de s'accommoder, de s'ajuster, et ça c'est tout un changement, et ça joue un peu au niveau de l'intégration. C'est vraiment, il faut qu'ils se préparent au changement, qu'ils se préparent à savoir qu'il y a des choses qu'ils vont devoir rejeter, il y a des choses qu'ils vont devoir apprendre et des choses qu'ils vont devoir garder. Entre autres la culture, entre autres la notion, les connaissances qu'ils ont eues avant. C'est sûr que même si on vit au Canada, on ne va pas dire, on va pas s'oublier, on ne va pas dire, regarde, je ne suis plus africaine, je ne suis plus congolaise, je ne suis plus ceci. Je suis ça, mais en plus de ça, je dois rajouter une autre culture, je dois ajouter une autre connaissance, je dois rajouter d'autres valeurs pour faire en sorte que je vive en communauté, que je vive vraiment en bonne et due forme avec le pays qui m'accueille. Ouais, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, foncez. N'ayez pas peur, le Canada est un bon pays, je pense que tous les rêves, on peut les vivre ici au Canada. Soyez déterminés, fixez-vous des objectifs clairs et précis, je pense que vous pouvez y arriver. Ce que vous avez dit concernant l'information, je pense que la clé de la réussite de l'immigration, c'est l'information, la bonne information. Parce que nous avons maintenant tout le monde qui propose des services en immigration sans être autorisé à le faire. Nous disons toujours à nos clients que l'immigration c'est un projet. Un projet prend des dépenses, ça prend un certain temps et ça prend surtout la patience. Et travaillant avec les nouveaux arrivants et les futurs immigrants, j'ai remarqué que souvent les gens n'ont pas la patience. Ici, les gens ne sont pas pressés. Premier arrivé, premier servi. Je me rappelle, je faisais d'un client de l'Amérique, de l'Afrique du Nord. Il m'appelait, je lui disais, mais écoutez, le dossier en traitement, il faut attendre. Il me dit, mais il faut les appeler, il faut tordre la main. On n'a pas cette culture au Canada d'appeler telle personne pour influencer sur un agent. Non, l'agent prend ses décisions par rapport au travail qu'il fait. Il n'y a pas son supérieur qui va agir sur cet agent. Donc on demande à des personnes d'être toujours patientes. Vous êtes dans un projet d'immigration, ça ne sert pas de courir. Okay? Ça prend vraiment un temps. Et puis quand les personnes arrivent également, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Déjà, quand nous sommes dans nos pays, papa est toujours ce papa, parfois on l'appelait même chien méchant. Mais quand on arrive au Canada, papa n'est plus le chien méchant, papa doit s'adapter. Parce qu'il y a de ces choses, il faut aller avec l'enfant par exemple au parc, pendant que maman fait peut-être la vaisselle, il faut aller chercher les enfants, il faut aller faire l'épicerie avec maman. Mais papa doit être ouvert à cela. Si le papa reste toujours le même papa qu'il était dans son pays, le chien méchant, ça ne marche pas. Moi je me rappelle, le premier choc que j'avais eu, ma fille à l'âge de 16 ans ou 18 ans comme ça là, elle a ouvert un compte bancaire avec la carte de crédit sans me l'avoir avisé. C'était pour moi un choc. Absolument. Il faut être vraiment prêt à franchir. Parce que si on veut immigrer au Canada, on ne veut pas juste pour venir parce que le Canada c'est un paradis. Oui, il y a des défis. Oui, le Canada c'est un bon pays. Beaucoup de personnes le rêvent. Oui, c'est possible. Mais il y a des défis. Il y a un travail qu'il faut fournir. Il faut avoir la patience. Il y a le travail qu'il faut fournir au niveau de la famille. Pour que nos enfants que nous amenons ici, qu'ils gardent notre culture à nous. Parce que c'est facile, un enfant de 2 ans qui arrive, s'il n'y a pas le contrôle, il va se retrouver dans la rue. Donc on veut maintenant garder notre culture là. Maintenant, dans la vie en général, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous travaillez? Oui, moi je travaille ensuite dans ma formation d'urbaniste. Je travaille comme urbaniste indépendant. Urbanisme, ça mange quoi? Ça fait quoi? Ok. Ben, on s'occupe généralement de la planification des villes, la planification de l'aménagement des villes, des territoires.
on fait essentiellement ça. Donc ça veut dire que dans d'autres pays, on planifie les villes. On ne les implante pas comme ça. Oui, non. D'abord, c'est un processus, c'est tout un processus. Okay. Donc ça part par les lois, il faut faire les lois ensuite, bon, il faut les établir, il faut trouver des moyens de faire respecter ces lois aussi. Et puis, bon, c'est le travail qu'on fait tous les jours, essayer d'encadrer pour que tout se fasse de manière harmonieuse. Ok. Donc, à part ça, vous faites quelque chose d'autre? Oui, je suis impliqué dans mon église, par exemple. C'est considéré comme une action communautaire. On donne notre temps en s'occupant des jeunes, par exemple, en leur servant de guide, de mentor, de grands frères, en leur donnant des conseils. Je m'implique aussi à ce niveau-là. Je fais aussi récemment, je me suis impliqué en politique. C'est quelque chose que je découvre, que j'ai envie de faire aussi. Je suis aussi dans le milieu universitaire où je fais du mentorat avec des jeunes finissant en urbanisme. Je fais de l'accompagnement pour l'insertion professionnelle. C'est un peu ça que je fais. Donc au Canada, on a plus d'opportunités, là où dans beaucoup de pays, c'est pas tout le monde qui peut s'impliquer en politique. Alors qu'au Canada, il y a la possibilité, je me rappelle, on avait eu l'opportunité de suivre, d'avoir un témoignage d'un frère ici qui a brigué la mairie de Montréal. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, vous pouvez aller suivre dans notre vidéo. Il y avait une vidéo, il a partagé son expérience que tout est possible. Vous avez parlé de l'église. C'est quelle sorte d'église? Parce que souvent les gens pensent qu'une fois immigré au Canada, je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus faire mes activités, alors que c'est juste une autre vie au Canada, avec les normes canadiennes, parce que nous sommes en Amérique du Nord. Vous avez parlé d'église, quelle est cette église? L'église s'appelle Source de vie pour les nations. On est en plein centre-ville de Montréal. Le pasteur s'appelle pasteur Jean-Luc. Que nous saluons en passant, papa. Oui. Alors, ça fait peut-être une dizaine d'années que je suis à cette église. On est avec les jeunes. C'est une église chrétienne oui, avec plusieurs nations. Voilà, donc c'est pas quelque chose de très difficile. On a un horaire comme tout le monde. Je vis très bien avec ça. Depuis que j'ai commencé, depuis que je suis arrivé au Canada, j'arrive à concilier ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle et l'église. Donc je ne fais aucune différence, c'est le tout en un. Parlant de Source de vie pour les nations, Global Ferret Immigration, ses premiers bureaux c'était dans cette église. Le pasteur a cru à notre vision, il a prié pour nous, il nous a accompagnés. Pendant beaucoup d'années, je ne me rappelle pas combien là, on était à Source de vie pour les nations. Voilà pourquoi nous en profitons pour dire un grand merci au travail que le pasteur fait, pour son accompagnement, pour sa prière. On bénit le Seigneur pour son ministère et on bénit également tous les frères, les sœurs de lui, de Source de vie pour les nations. Donc, Karine, dans ton cas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, actuellement, je suis coordonnatrice des stages, donc avec les ingénieurs et puis avec les entreprises ici à Montréal. Donc je visite les entreprises, je visite les stagiaires à leur milieu de travail. Mais en plus de ça, effectivement, je suis aussi impliquée dans mon église, donc avec le pasteur Jean-Luc aussi, qui est vraiment non seulement un pasteur, mais c'est un mentor. C'est quelqu'un qui pousse les gens à aller et à faire mieux, à faire ressortir leur meilleur. La bonne chose ici au Canada avec les églises, c'est qu'il y a cette liberté-là de faire, oui, d'aller travailler, mais de prier aussi. Alors on n'est pas restreint à dire, ben on ne va pas prier parce que n'importe quelle religion, il y a cette liberté à exercer. Et effectivement, on profite de ce moment-là, on profite de ces temps pour donner au Seigneur. Mais en plus de servir à l'église, moi je sers à l'église, mais je suis plus au niveau du département de communication. Mais en plus de ça, moi j'ai un autre volet, j'ai un autre mandat étant chrétienne. Donc je travaille avec un groupe qui est un groupe de la famille, comme je disais, famille, petite famille, grande famille. Donc entre autres, c'était avec mes sœurs, on travaille sur le groupe Dynastie, avec le groupe Dynastie M. On est basé à Ottawa, mais on travaille dans n'importe quelle ville ici au Canada. Comme on dit, on bouge de partout là, donc il n'y a pas une différence. Mais le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous faites des productions? Comment ça se passe? Le groupe c'est Dynastie M, donc nous on travaille un peu plus sur tout ce qui est musique. Donc nous on fait un peu l'évangélisation, mais au travers de la musique. Et les membres du groupe, on a Céline, on a Karine, on a Nathalie, on a Rosine Minga, donc c'est la famille... Que nous saluons en passant. C'est la famille Minga en fait, on travaille là-dessus. Le Seigneur nous a fait cette grâce-là d'être ensemble et de travailler
travaille ensemble, mais au travers de chants. Et on vient juste de faire sortir notre album, donc il y a 1 an et demi, qui s'appelle Reign of God. Et c'est un chant, disons, dans cet album, c'est un album où on parle un peu de ce que Dieu a fait pour nous. C'est sûr que c'était pas facile ici au Canada, entre autres. Nous, quand on est arrivé en tant que famille, on a perdu notre père en fait. C'était quelque chose qui nous avait beaucoup bougé, ça avait beaucoup déstabilisé la famille. Mais le Seigneur était là, le Seigneur était quand même là, il nous a soutenus, les hommes de Dieu étaient là, ils nous ont soutenus. Et on a continué pour nous, pour montrer un peu cette gratitude, pour remercier le Seigneur. On a dit, on va former, on va faire un groupe, on va chanter pour le Seigneur. Et on va s'attarder là-dessus parce que notre père, c'était aussi un homme de Dieu. Donc, quelque part, c'était pour remémorer un peu les souvenirs, la grâce que le Seigneur nous avait fait au travers de ce qu'on avait traversé. Alors, on a eu cet album-là. Pour nous, c'était pour dire merci à Dieu, Reign of God, donc la pluie de Dieu qui est descendue sur notre famille. On fait des productions, en fait. On fait des productions partout dans les églises. Les gens peuvent nous inviter. Et on a chanté en français, on a chanté en anglais, on chante en lingala, en chiluba. Peu importe, amenez-nous les langues, on va chanter, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que si on veut vous inviter, oui. On fait quoi? Comment ça se passe pour vous inviter? C'est ça, les gens peuvent aller sur notre site internet qui est www.dynastie-m.com ou encore aller sur notre page Facebook ou encore aller sur YouTube. On a une chaîne YouTube Dynastie M, les gens peuvent nous contacter là-dessus. On est ouvert, on travaille là-dessus, mais en plus de ça, à part le fait que je travaille à l'église, j'ai un groupe avec lequel je travaille, mais je suis aussi impliquée dans le milieu communautaire. Donc je travaille beaucoup dans un milieu communautaire. Actuellement, quand je suis arrivée en Ontario, donc je travaillais un peu plus sur la culture, tout ce qui est culture, divertissement. Donc j'étais présidente d'un groupe, disons, d'un organisme communautaire qui s'appelle CADI, Centre d'action pour l'intégration des immigrants. Et nous, c'était plus au volet art. Donc on voulait un peu prendre la jeunesse, travailler avec la jeunesse et faire des festivals, montrer un peu que oui, je ne sais pas que je suis arrivée au Canada, j'ai perdu toutes mes valeurs, j'ai perdu ma culture. Alors nous, c'était au travers de la musique, au travers des chants, au travers les arts, les poèmes. On a vraiment rencontré des gens là-dessus avec des talents formidables. Et à part ça, actuellement, on travaille sur un projet aussi, c'est avec la télévision Malaika. En passant, je salue le directeur général qui est vraiment un de mes bons amis. Donc, c'est la télévision Malaika. C'est aussi une télévision qui font la promotion de l'art et de la culture afro-caribéenne. Alors, on organise souvent des concours des talents pour les gens qui veulent. Ça s'appelle GEPAT. Donc, on a eu en 2016, en 2017, on va avoir aussi un concours. Donc, c'est vraiment de mettre la culture africaine en avant. C'est sûr qu'on est au Canada, on a beaucoup de culture, mais nous, on ne veut pas que les gens les ressortissants de l'Afrique ou encore des Afro-Caribéens puissent perdre cette culture. Et on a des enfants qui naissent ici, mais ils doivent avoir une identité. Alors, pour nous, c'est vraiment beau de voir les jeunes, comment est-ce qu'ils peuvent chanter dans des langues, danser avec vraiment écrire des poèmes. Le gouvernement encourage ça. Voilà. Il y a Patrimoine Canada qui appuie, il y a le Conseil national des arts canadiens qui appuie là-dessus. Donc, ils sont vraiment, comme j'ai dit, le patrimoine canadien, il est assez multiculturel. Et nous, on veut profiter de ça, on veut travailler avec ces gens-là, on veut travailler les gens qui ont des talents et tout ça, ils peuvent venir nous contacter, peuvent venir nous voir. Et nous, c'est vraiment de faire la promotion. Lorsqu'on a un gagnant, à partir de ce concours, donc on l'accompagne dans son cheminement professionnel ou encore, si je peux dire, dans son cheminement des carrières. Donc on les accompagne là-dessus et c'est vraiment des très beaux projets et on veut vraiment faire rayonner la culture afro-caribéenne là-dessus, ici au Canada et à Montréal. Il faut reconnaître que l'immigration, elle est sélective. C'est un choix. Hein? On choisit d'immigrer au Canada parce qu'on veut offrir quelque chose de plus à nos enfants, à la famille. Voilà pourquoi les gens prennent cette décision d'immigrer. L'immigration n'est pas toujours facile, comme on l'a dit. Évidemment, il y a des défis. Quand on arrive, il faut se refaire des repères. Peut-être il faut aller à l'école, il faut chercher du travail. Mais dans tout cela, on retient que le Canada, c'est un pays d'immigration. Le pays est bien organisé pour recevoir les immigrants. Nous avons des organismes, comme vous avez cité tout à l'heure, qui sont là pour aider les immigrants, pour les accompagner. Au niveau de chaque université ou bien de chaque établissement scolaire, il y a également des bureaux des étudiants internationaux qui sont là pour accompagner les étudiants. Même au niveau des écoles primaires, il y a des bureaux également qui accompagnent les enfants qui arrivent, parce qu'un enfant de 12 ans, de 11 ans qui arrive au Canada, il peut arriver que l'enfant, avec le décalage, avec l'immigration, parce que souvent ce qui arrive, ce que je remarque, les parents veulent immigrer,
Mais on ne demande pas toujours aux enfants si eux ils veulent immigrer. Tout à fait. On les amène. Alors, l'enfant se trouve parfois être déraciné de ses amis, de ses habitudes. Il arrive au Canada. Je vais prendre un exemple. Nous avons actuellement des clients qui sont venus des États-Unis et les enfants parlent anglais. Alors, là où ils habitent à Montréal, c'est dans un coin où on parle plus le français. Parce qu'à Montréal, il y a des coins là où on parle seulement l'anglais. Tout à fait. Il y a des coins bilingues, il y a des coins où on parle plus arabe, il y a des coins où on parle plus... il y a même des quartiers chinois. Voilà, il y a un quartier chinois. Donc on s'entend que... Le petit Maghreb, par exemple. Ouais, si vous avez immigré d'un pays francophone et que vous trouvez un appartement dans un quartier chinois, ne soyez pas étonné, après 6 mois, l'enfant commence à parler le mandarin. C'est tout à fait normal. Alors, donc, pour faire l'histoire courte, les parents qui sont venus avec cet enfant qui est américain, qui sont dans un quartier où on parle français, l'enfant a de la difficulté à avoir des amis parce que l'enfant a honte de parler le petit français que lui il connaît. Il est à l'aise en anglais mais pas en français. Alors là, ça cause un problème. Donc cet enfant a besoin d'un accompagnement, bien l'amener faire des activités avec ceux qui parlent anglais pour que l'enfant puisse se défouler, qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse parler avec d'autres enfants. Mais Serge, tantôt avant l'émission, on parlait avec vous, hormis la politique, hormis le travail, il y a autre chose que vous faites au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou bien que vous êtes dans des projets? Oui, actuellement je fais aussi la promotion d'un produit qui s'appelle Orao. C'est un produit qui permet, on va dire, on va pas rendre ça exclusif aux Africains, mais ça permet à toutes les personnes qui veulent avoir accès à certains canaux, notamment les canaux africains, d'avoir accès au travers de ce box qui s'appelle Orao TV. Donc je fais également la promotion de ce box ici au Canada. Donc vous êtes le représentant? Je suis le représentant. Oui. Donc s'il y a un Africain ou bien quelqu'un qui veut avoir des chaînes africaines, il peut vous contacter. Tout à fait. Mais sur quels sont vos contacts? On peut vous contacter où? Vous pouvez aller sur le site internet de la compagnie, donc oraotelecom.com, en ligne. Donc toutes nos coordonnées sont là. Il est également les miens puisque je suis représentant ici au Canada. Donc c'est ça. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou par email. On répond assez vite. Ok. Alors j'aurais une dernière question pour vous concernant la manière dont nous vivons au Canada. Nous savions qu'il y a l'hiver, l'été, il y a le printemps. Souvent de l'extérieur, comme ça disait au début, quand c'est arrivé, il faisait froid. Est-ce que vraiment il fait tout le temps froid? Ben, il ne fait pas tout le temps froid. C'est sûr que l'hiver, d'une année à l'autre, ça se diffère. Comme l'été et tout ça, mais le point, c'est pas juste de dire est-ce qu'il fait froid, il fait chaud, c'est d'avoir, si je peux dire, l'habillement qu'il faut. Et pour ça, je pense que le Canada est très bien équipé là-dessus, parce que moi je me rappelle, je venais de l'Afrique à 30 degrés, je suis arrivée en décembre à moins 20 degrés, c'était d'un pôle vers un autre, donc c'était autre chose, c'est vraiment les chocs, j'arrive et puis j'avais juste un petit manteau, c'était rien de comparable. Mais en même temps aussi, c'est vraiment d'avoir l'habillement qu'il faut. Et on peut s'adapter. Moi, ça fait quoi, une dizaine d'années que je suis là. Chaque hiver est différent et tout ça. C'est pas d'avoir froid parce que... Vous êtes né en Afrique, hein? Oui, je suis né en Afrique. Donc ça veut dire que les autres aussi peuvent venir. Oh oui, certainement. Si nous sommes là, c'est possible. Nous avons survécu. Par exemple, aujourd'hui, on tourne cette capsule. Il fait quoi? Plus 1 ou bien moins 1. Mais vous êtes bien habillé, vous n'êtes pas dans les fourrures. Ça veut dire qu'on peut s'adapter. Le pays est bien organisé et le métro il chauffe, il y a le chauffage partout, dans les bus, des voitures, donc il y a le chauffage un peu partout, c'est pas dans les écoles, dans les buildings. Des fois, on ne voit pas les ours dehors, hein, les ours on ne voit pas. Non. Parce que les gens pensent quand on voit le Canada, on pense à l'hiver, on pense à des forêts, des igloos. C'est une pensée qui est erronée par rapport au Canada. Non, mais la ville est assez structurée, très bien structurée. Et puis, d'ailleurs, c'est vraiment, il y a les chauffages, ils ont des bons services, des belles entreprises qui ne s'occupent que de ça. Mais c'est vraiment de savoir, ça peut être aussi en hiver. Les gens, en été plutôt, les gens vont penser qu'en été, il fait tellement chaud, alors qu'il y a des places commerciaux, des centres commerciaux où il y a même de l'air frais. Quand je suis arrivé, je crois, en avril, et en été, j'étais vraiment choqué de voir qu'on distribuait au centre-ville les Coca-Cola gratuits. Je ne veux pas dire que tous les étés, on vous distribue Coca-Cola.
C'était, je suis tombé avec une promotion, une publicité. Absolument. C'était gratuit. Donc, tu passais, tu prenais une bouteille. Bon, comme je venais d'arriver, j'ai fait au moins 3 tours. C'est pas ce qui est recommandé, mais j'ai fait au moins 3 tours. Mais c'est encore presque à chaque été, dans les journées où il fait particulièrement chaud, il y a une canicule, il y a des distributions d'eau, des distributions de popsicles, des trucs. La crème glacée. Crème glacée, il y en a plein. C'est tout à fait normal ici, hein, dans les journées où il fait très très chaud, la ville s'organise de manière à que les gens puissent se sentir quand même à l'aise, puis qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la santé. En parlant des températures, je pense que, je sais pas, peut-être vous allez peut-être me contredire ou pas du tout, mais je sais que ce n'est pas dans notre culture africaine de regarder la météo. Souvent, on sort, on se dit, ok, ben, il fait beau, il va faire, oh, il y a le soleil et tout ça. Mais ici, il y a la météo. À chaque fois, les gouvernements font en sorte qu'on nous avise que, ok, il va y avoir la pluie, il va y avoir une tempête, les verglas. Entre autres, cette année, il y avait un gros verglas et le gouvernement avait avisé les gens de ne pas sortir. Les écoles étaient fermées. On est quand même assez bien suivi, le système est assez bien suivi pour ne pas être surpris en fait par la température ni la météo. Donc il y a ça va être une des choses que nos Africains vont devoir apprendre, et ceux-là qui ont déjà appris, c'est déjà bon, vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est vraiment d'être... C'est-à-dire de voir la météo avant voilà, de sortir. Avant de sortir. Absolument. Avant de sortir. Puis ça, c'est même les gens qui sont ici, donc c'est quelque chose, après autant d'années, on ne peut pas sortir parce que si je sors, il fait moins 20 et puis j'ai un petit manteau d'été, c'est sûr que je vais avoir un problème. Donc il faut vraiment s'informer là-dessus, et je pense qu'on est assez bien équipés. Maintenant, au niveau de la formation, les gens qui arrivent au Canada, est-ce qu'il y a des opportunités à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi j'ai envie de dire d'emblée que, parce qu'on revient encore sur la question d'intégration, dans ce contexte-là, il y a beaucoup, ça reste encore un défi. Parce que comment je peux appeler ça? Les différents métiers ici sont regroupés dans des associations. Comme si vous étiez médecin au pays, que vous voulez pratiquer comme médecin ici, il y a l'association des médecins. Si vous étiez ingénieur au pays, vous voulez exercer ici comme un ingénieur, il y a l'association des ingénieurs. Donc il y a encore un très grand défi à ce niveau-là. Les gens arrivent, il faudrait prendre le temps de bien se renseigner. Pour l'exemple que je viens de donner tantôt pour les médecins, les ingénieurs, mais il y a aussi d'autres associations aussi, c'est pas tout à fait garanti que lorsque j'arrive ici, je vais directement devenir ingénieur ou devenir médecin. Il faut passer par un processus, on va vous demander peut-être de faire une mise à jour, de manière à ce que cette intégration puisse se faire de la bonne manière. Alors il faut prendre le temps de bien vérifier, bien se renseigner surtout, pour pouvoir rentrer dans différentes professions que les gens font. Mais je crois que c'est encore possible. Il y a des ouvertures. Si on regarde aujourd'hui et qu'on compare avec il y a 10 ans ou 15 ans, où c'était encore un peu plus difficile. Je pense que le gouvernement travaille beaucoup là-dessus pour intégrer les gens, surtout les immigrants qui arrivent et qui sont déjà qualifiés, surqualifiés même. Je pense que le gouvernement est en train de montrer un peu plus d'ouverture, mais il faut vraiment prendre le temps de se renseigner comme il faut et de suivre le bon cheminement pour pouvoir exercer son métier. Ok. Maintenant, parlons par exemple des logements. Nous savons que dans beaucoup de pays, trouver un appartement, un logement, c'est tout un défi. Quand une personne arrive au Canada, de votre expérience, est-ce qu'on peut trouver un logement? C'est facile à trouver? Est-ce qu'il y a beaucoup de barrières pour l'avoir? Je ne pourrais pas dire s'il y a beaucoup de barrières, mais dépendamment de comment est-ce que la personne est entrée ici. Je vais juste prendre un exemple. Moi, je dis, nous lorsqu'on est arrivé, il y avait déjà la famille qui était là, donc qui nous avait accompagnés. On avait aussi certaines amies qui sont arrivées, mais il n'y avait pas de logement. Il y a des centres d'accueil qui sont là aussi, qui est l'immigration, mais en charge pour les personnes dépendamment de leur statut. Donc l'immigration peut vous accueillir. Moi je parle de l'Ontario, comment est-ce que je suis arrivée avec l'expérience que j'ai vue, c'est qu'il y avait des chambres, des places où ils pouvaient loger les gens le temps qu'ils puissent trouver un appartement sûr. Et ça n'avait pas dit c'est tout le monde. C'est pas tout le monde, j'ai dit ça dépend du statut. Comment est-ce qu'on est entré, souvent c'était les personnes qui avaient la résidence, c'est eux que le gouvernement accompagnait pour pouvoir avoir. Mais si par exemple, admettons, j'arrive ici et puis j'ai personne ou quoi que ce soit, il y a des sites d'hébergement qui sont là aussi, sur lesquels on peut aller... On peut prendre même une chambre d'hôtel ou peu importe, mais si on trouve un appartement par exemple, ça dépend aussi de le nombre de chambres, le nombre de personnes, parce que c'est limité. Si on est 20,
je ne pourrais pas aller prendre un appartement d'une chambre. Donc tout ça aussi c'est réglementé. Mais ça change quand on va dormir par terre, c'est pas un problème. Non, parce qu'ici il y a des normes, comme Serge dit, l'urbanisme, il y a des normes, il y a des lois qui font en sorte qu'on ne peut pas rester 50 dans une pièce. On ne peut pas être 20, on ne peut pas, parce qu'admettons qu'il y a le feu, qu'il y a un problème avec l'inondation et tout ça, c'est les vies qui sont en danger. Donc oui, il y a des normes qui font en sorte qu'on va respecter le nombre des personnes qui sont dans la famille, dépendamment de l'appartement ou encore de la maison qu'on veut prendre. Donc il y a beaucoup de normes là-dessus. Peut-être quelqu'un qui est plus spécialisé en logement et tout ça qui pourrait le dire. Mais de ma petite expérience, oui, il y a toujours des logements qui sont là, mais ça dépend aussi de ce qu'on a en poche, de ce qu'on veut. Donc, mais il y a toujours de l'hébergement abordable. Ça veut dire qu'au Canada, à n'importe quel moment, on peut toujours trouver un appartement. Oui, c'est ça. Donc pour compléter un peu ce que Karine disait tantôt, il y a plusieurs structures, notamment ici au Québec. Les structures, on va dire, parapubliques ou paraprivées, qui travaillent avec le gouvernement, qui sont là, qui sont justement spécialisées dans toutes les questions qui concernent l'hébergement. Et on les trouve dans pratiquement tous les arrondissements de Montréal. Je peux en citer quelques-uns ici, le Frappru, il y en a plein ici, donc c'est vraiment pas difficile de trouver un logement. Que ce soit au nord, à l'est ou à l'ouest, peu importe où vous allez, le gouvernement a également fait en sorte que les personnes qui arrivent et qui n'ont pas toujours les finances qu'il faut, il y a toujours des moyens où on peut donner aux gens l'accessibilité au logement à moindre frais. Donc ça c'est tout à fait possible. Une autre chose que j'ai envie de dire aussi, le bouche à oreille, ça marche très bien. Il y a une grande communauté ici aussi, donc ne négligez pas ça. Je tiens à souligner par exemple le travail que fait la communauté congolaise de Montréal. Ils font un travail extraordinaire. Ils sont là pour cette communauté-là, communauté congolaise. Et ils ont également d'autres ressources qui peuvent aussi orienter les gens en ce qui concerne le logement. Donc ne négligez pas ça, le bouche à oreille, allez vers votre communauté, renseignez-vous. Ils sont au courant aussi par rapport à certaines choses, par rapport à la question du logement. Ok. Parlons de logement, je vais également mentionner que pour les personnes qui arrivent au Canada, il faut avoir un statut. Il y a des visiteurs. C'est sûr qu'un visiteur ne peut pas aller louer un appartement ou bien prendre un logement. Un demandeur d'asile, oui, il peut demander ou bien il peut louer un appartement. Un étudiant, un résident permanent. Parce que souvent, les personnes qui sont à l'extérieur, la première question, je veux arriver au Canada, je veux venir au Canada, je veux vivre au Canada. Mais les gens ne sont pas toujours prêts, ne sont pas préparés. La bonne information, on revient sur cela. C'est ça. Tout à fait. Qui doit m'accompagner? Où est-ce que je dois avoir cette information? Parce que sur Internet, nous avons tellement d'informations. Alors aujourd'hui, on a parlé, on essaie un peu de partager vos témoignages. Mais ça n'a pas toujours été facile. Non. Il y a des défis. C'est pas juste qu'on arrive aujourd'hui, demain on devient directeur, après demain on a la maison, on a la voiture. Il y a un travail qui est fait, il y a eu des larmes quelque part, il y a eu des regrets, il y a eu de la difficulté à trouver de l'emploi, à aller à l'école par exemple, à choisir le bon programme avec les enfants dans la maison, il y a eu des tensions, il y a eu même des moments où parfois on n'a même pas l'argent pour manger. Au début quand on arrive, il y a tout ça. Donc les personnes doivent être prêtes à affronter ce genre de problèmes. C'est facile à dire que écoutez, c'est pas un bon pays. On a des clients qui critiquent le Canada par exemple, que c'est pas bon, il n'y a pas la possibilité, c'est difficile, il n'y a pas l'intégration. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui cherchent. Il y a des personnes qui veulent s'intégrer, qui vont à l'école. Il y a des personnes qui travaillent. Par exemple, vous parlez de la politique. C'est une bonne chose ça. Vous allez parler de votre groupe par exemple. Ça c'est un rêve, c'est un appel. Vous l'avez réalisé. Donc c'est un pays d'opportunités. C'est un pays là où c'est pas que je dois m'asseoir, mais je dois aller chercher l'information. Même quand vous recherchez un emploi. C'est pas juste d'envoyer les CV. Parfois on vous encourage même. Tu peux me partager avec moi. C'est ça. Ben, ouais, moi, avec mon expérience, j'étais aussi conseillère en emploi. Donc oui, j'ai dû rencontrer beaucoup d'immigrants. Lorsqu'ils arrivaient, ils étaient butés à cette barrière-là de dire ben, j'ai tout dépensé, j'ai tout vendu pour venir ici au Canada et j'arrive, on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Donc je vais être les médecins, ils en ont tellement besoin et moi je vais arriver directement, j'ai un hôpital, j'ai une
maisons et tout ça, tout est déjà là. Mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Il y a eu beaucoup de choses, oui, c'est sûr, comme Serge l'a dit, il y a des ordres, comme on appelle les associations, des ordres de médecins et tout ça, auxquels il faut vraiment s'y référer. Mais en même temps aussi, il y a cette possibilité-là, c'est de dire, ok, comment est-ce que je peux me vendre? Ça aussi, c'est quelque chose. C'est sûr que les gens... Quand vous dites me vendre, oui, je vais expliquer un petit peu. Pour que ça soit compréhensible pour le commun des mortels. Voilà, voilà. Je vais l'expliquer un petit peu. Quand ici, au Canada, par exemple, c'est qui connaît, et c'est pas la notion de qui connaît qui. Ce sont mes compétences, mes connaissances, ma formation qui fait en sorte que je veux faire une différence devant un employeur. Moi, je faisais un peu du coaching au niveau professionnel, donc aider les personnes à aller rencontrer une entreprise, comment est-ce qu'on peut se vendre, comment est-ce que je peux mettre en valeur mes qualités, ma formation, mes compétences. C'est sûr que les gens, ils sont comme, ok, puisque j'ai un bac ou j'ai une maîtrise, comme on le voit dans d'autres pays, ben, je vais avoir le poste. Automatiquement. Automatiquement. Mais ici au Canada, c'est que de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Entre autres, on valorise beaucoup les bénévolats, on valorise beaucoup l'expérience antérieure, les gens qui viennent qui disent, ben moi j'ai travaillé dans mon pays, mais c'est rien, c'est pas grave, je veux autre chose. Non, 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 tout ça est valorisé. Les bénévolats qu'on néglige parfois et tout ça, mais la société canadienne, on prend cela en considération. J'ai été bénévole, comme on dit ici, Serge, nous on est des bénévoles à l'église, on travaille à l'église, on apporte notre appui et l'église nous aide. Donc pour nous, c'est un petit peu, si on peut aller avec les langages de tout le monde, on est des bénévoles. Et c'est une expérience en plus que nous on rapporte, qu'on peut mettre dans notre CV, dans notre résumé. Donc c'est de ne pas négliger les petites choses qu'on a pu accomplir, que ce soit au Canada ou en dehors du Canada, c'est de mettre tout cela en valeur. Parce qu'ici, je peux avoir une maîtrise, je peux avoir un doctorat, mais tant que je n'ai pas encore mis en valeur mes connaissances, mes compétences, c'est sûr qu'ils vont me juger un peu, vont dire non, cette habilité-là. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Et vous allez voir peut-être bon, avec deux concurrents, ben, un qui a un diplôme secondaire, qui a travaillé toute sa vie, et puis un autre qui a une maîtrise, qui n'a jamais travaillé, ben, on va aller pour quelqu'un qui a déjà travaillé. Donc quelqu'un qui a déjà mis en application ses connaissances et ses valeurs. C'est un peu ça que nous, ici, on dit, c'est pas qui connaît qui on a été président ou on a été, je ne sais pas moi, le fils de... Ce n'est pas ça, c'est est-ce que si je mets Karine devant ses postes, est-ce que Karine va pouvoir accomplir ses tâches? C'est vraiment ça que le Canada amène. Et ça, c'est vraiment une belle expérience parce que, comme je dis, le Canada nous donne la possibilité de pouvoir l'exercer n'importe où. Il y a des stages, il y a des bénévolats, il y a des postes. Je vois souvent, mais quand je faisais mon coaching, la majorité des migrants, quand on disait ben, allez faire un stage pour pouvoir vous, ou encore un bénévolat pour pouvoir vous impliquer, c'était comme mais non, mais je ne serai pas payé, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ça. C'est pas juste l'argent qui est derrière ça, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apporter en tant que connaissance, en tant que quelqu'un qui a l'expertise. Donc c'est un peu ça, on nous juge par rapport à ça. Si on a été médecin, ben, qu'est-ce qu'on est capable de faire en tant que médecin? C'est pas parce que j'ai juste les diplômes d'un médecin, j'ai pas juste les titres d'un médecin, mais qu'est-ce qu'en tant que médecin, est-ce que je suis capable de faire ce qu'un médecin est supposé faire? C'est vraiment au niveau des habiletés, on met vraiment en avance, l'attitude aussi. L'attitude, il y a des gens qu'on voit, moi quand je travaillais avec certains immigrants, il y a des gens qui n'étaient pas ouverts, on parle de l'intégration, mais ouverts à dire, ok, je ne connais pas ou je ne sais pas, je vais apprendre. C'est ça aussi, cette ouverture-là de dire, ben oui, j'étais peut-être 50 ans à travailler comme médecin ou à travailler comme ingénieur, les techniques ne sont pas pareilles, les connaissances ne sont pas pareilles, peut-être on utilise ici un logiciel qui est assez spécialisé, de l'autre côté on ne l'utilisait pas, mais est-ce que je peux avoir cette ouverture-là d'apprendre, l'apprentissage, d'aller, je veux apprendre, je veux connaître, je veux m'impliquer, tout ça, cette attitude-là, ça joue beaucoup. Donc les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, c'est important pour quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut s'intégrer. Et souvent, il y a des gens qui se font mettre à la porte, c'est pas parce qu'ils sont pas bons techniquement, c'est parce qu'ils n'ont pas cette ouverture-là, ils n'ont pas cette attitude-là de dire je veux aller, je veux apprendre, je veux me rabaisser. C'est tout un tout là qu'on recherche dans la compagnie, disons dans une compagnie. C'est pas juste parce qu'on a un beau CV, on parle bien français, non, non, non. Ça prend un peu tout ça et ça revient encore à l'information. Et il y a des programmes qui sont là spécialement pour accompagner les personnes immigrantes au niveau de l'intégration, au niveau de l'emploi. Juste ça, on va vous apprendre comment faire un CV, comment passer des entrevues, comment se présenter devant un employeur. Est-ce que j'arrive, est-ce que je dis bonjour directement ou j'attends, est-ce que j'arrive là et puis je vais commencer à parler au téléphone très fort. Toutes ces petites choses-là qui font en sorte que
il y a une implication, il y a une intégration qu'il faut faire et puis tout un changement. Et quand les gens arrivent au Canada, admettons j'ai été directeur dans mon pays, ça ne veut pas dire que nécessairement je serai automatiquement un directeur. On peut commencer quelque part. Voilà. Avec le temps, les gens vont te découvrir tes compétences et tu peux aller à un poste de valorisant. Oui, tout à fait. Quelque part. Oui. C'est pas facile non plus, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les bénévolats. Parce que quand je fais, admettons, ici, Global, on travaille là-dessus, je prends juste un exemple, on prend un bénévole. Il n'est pas payé, mais il va démontrer ses capacités, en fait, ses compétences, qui plus tard, ça va lui permettre de connaître l'emploi sur lequel il travaille, sur lequel il veut postuler. Et à partir de là, ben, il va mettre ça sur son CV et ça fait un plus. L'employeur qui veut l'embaucher, il va dire « Oh, ok, ça veut dire que tu as l'expérience sur les marchés du travail, ben ok, je vais t'embaucher. Donc oui, on peut commencer pas seulement à un niveau très bas, mais on peut commencer à ne même pas être payé, à travailler, mais à ne pas être payé, du bénévolat qu'on valorise beaucoup. Alors oui, effectivement, tant qu'on met déjà nos compétences en épreuve, et ça permet aussi de comprendre la société canadienne, c'est pas la même chose. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à Kinshasa, c'était pas la même chose, la manière d'accueillir, les services à la clientèle, c'est pas la même chose. La langue d'abord, comprendre aussi les choses, c'est pas la même chose. Même au niveau de la formation, peut-être j'ai une maîtrise dans mon pays, mais qui n'est pas évaluée comme une maîtrise ici. Dépendamment de l'évaluation, comment ça se fait, l'immigration est très bien positionnée là-dessus pour l'évaluation comparative des études effectuées hors Canada. Et les gens peuvent faire une évaluation là-dessus à partir déjà de leur pays et ils peuvent faire cette évaluation-là et savoir leur formation équivaut à quoi ici au Canada. Et ça va leur donner une idée, ils peuvent faire la recherche et je peux dire les nomenclatures de certains postes, c'est pas pareil. Un directeur, il y a des tâches qui viennent avec. C'est pas comme le directeur qui laisse juste la veste au travail et puis qui n'est pas là. Ici, on est impliqué. La secrétaire, elle a des tâches à accomplir spécifiques et il y a des sites internet qui nous donnent vraiment une idée là-dessus. Comment même faire son CV? Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Qu'est-ce qu'un médecin fait ici? Qu'est-ce qu'un ingénieur, un urbaniste, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on peut aller les savoir. Moi, je peux savoir qu'est-ce que Serge fait exactement dans son poste, combien même il est payé. Donc, il y a toute cette, comment je peux dire, cette transparence au niveau du milieu professionnel. Même au niveau du CV, on ne met pas la photo. Non, on ne met pas la photo, on ne met pas la date de naissance, on ne met pas si on est père, ou on est mère, ou grand-père, ou grand-mère. Pourquoi on ne le met pas? Ça serait une bonne chose de voir, bon, je veux embaucher M. Serge, il porte des lunettes par exemple. Ça serait une bonne chose pour moi. Est-ce que j'ai besoin de lui? Pourquoi on ne met pas la photo par exemple? On ne met pas de ça. En fait, c'est une norme au niveau des ressources humaines. C'est pour ne pas, parce qu'on ne veut pas la discrimination. Au Canada, on évite la discrimination et c'est une bonne chose parce que, comme je disais, on regarde plus sur la compétence. On regarde même pas si on est une femme, si on est noir, si on est blanc, si on est bleu, peu importe, on ne regarde pas ça. Est-ce que la personne qui est devant moi, monsieur, madame, est capable de faire le travail que moi j'ai occuper le poste que moi je veux combler? C'est un peu ça la notion derrière ça, mais on ne va pas non plus se leurrer que quelque part, il y a une partie aussi de l'immigration, disons de la discrimination qui peut arriver aussi. C'est ça, on est des personnes, ça on ne peut pas, mais la norme générale, c'est que le Canada a des lois au niveau de la discrimination. On ne peut pas mettre des visages sur le CV, même si mon nom est composé des consonnes, mais tant que je suis quelqu'un qui peut être embauché, je vais être embauché. On a des gens qui, mes collègues, certains de mes collègues, j'arrive même pas à prononcer leur nom parce que c'est des consonnes et des consonnes, mais c'est des gens. On va travailler avec. Tant qu'il est compétent, on va travailler avec lui. Donc, il n'y a pas cette discrimination-là. Mais il faut qu'on reconnaisse que souvent les gens sur Internet, mais les gens qui sont au Canada, qui disent qu'il y a la discrimination au Canada contre les personnes de couleur. Bon, ça c'est un débat, on ne va pas rentrer là-dessus. Nous on est arrivés au Canada pour chercher la vie, pour travailler, pour s'intégrer. Tant qu'on travaille, il y a des possibilités. Si on veut chercher les bébêtes, on va les trouver. Et en son temps, le Canada, ce n'est pas le paradis. Il y a des défis. Okay? Il faut démontrer de quoi je suis capable. Si je veux atteindre tel niveau, je peux. Mais dans beaucoup de pays au monde, même si tu as les compétences, la capacité, malheureusement, tu dois rester à tel niveau. Parce que ce niveau-là, c'est pour les autres. C'est ça. Il y a comme on peut dire des castes. Dans certains pays, des castes ou des classes sociales. Des associations. Mais moi, j'ai envie de dire que le maître mot ici, c'est l'apprentissage. N'ayez pas peur de venir et d'apprendre.
Et de faire aussi des erreurs. Et de faire aussi des erreurs, c'est ce qui est tout à fait normal. On est des humains, on est appelé des fois à commettre des erreurs, mais c'est en commettant ces erreurs-là qu'on apprend aussi. Donc, n'ayez pas peur d'apprendre, parce que être bien informé, c'est être transformé. Mais être sous-informé, c'est être déformé. Alors ici, on est constamment en train d'apprendre. On se recycle. Vous verrez les médecins ou les ingénieurs, ou peut-être même les urbanistes, ils sont tout le temps en formation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est très important parce que si l'information qu'on a à notre disposition est obsolète, on ne sera jamais en mesure de prendre des décisions de qualité. Alors, si vous aviez un métier, vous étiez un professionnel dans votre pays, que vous voulez immigrer au Canada, retenez que vous serez d'une manière ou d'une autre obligé de revenir sur le banc de l'école. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Mais c'est pas non plus une obligation. C'est pas non plus. Absolument, absolument. Parce que je vois un peu cette personne qui a travaillé pendant 20 ans, 15 ans, directeur dans une entreprise et qui n'a jamais eu à retourner sur le banc. Parce que je sais un peu la culture africaine, lorsqu'on a fini l'école, c'est fini. C'est fini, oui. Voilà. Alors qu'ici, c'est pas ça. Oui, on finit l'école, on a une graduation, mais on n'a pas fini d'apprendre. L'apprentissage est un processus quotidien. On continue d'apprendre d'une manière ou d'une autre au travers des formations, au travers des stages, au travers de ça. Il y a toujours un processus d'apprentissage. Alors, n'ayez pas peur lorsque vous arriverez ici au Canada, lorsqu'on vous demandera d'aller et d'apprendre certaines choses, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus de tout être humain de continuer à être dans ce processus d'apprentissage. Hormis l'apprentissage, il y a toujours des entrevues. Voilà. Ah oui. À chaque emploi, il faut passer toujours des entrevues. Il faut toujours démontrer ce que je suis capable, qu'est-ce que je peux faire, mes capacités, mes compétences. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est une société qui est basée sur les entrevues, sur la compétence. Et d'ailleurs même, le rendement est très apprécié au Canada. C'est pas juste que je vais au travail, non. Ton rendement est mesuré. À un certain moment, si ça ne fonctionne pas, ton superviseur va t'appeler pour te dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est sûr qu'on est dans une société où il y a tellement de compétences, il y a tellement de connaissances que oui, il faut passer par l'entrevue pour rechercher la perle rare, pour chercher la personne qui est capable disons, d'accomplir des tâches. Oui, effectivement, c'est pour ça, comme je disais, il y a des coachs qui sont là spécialisés juste pour les entrevues. Comment se préparer à une entrevue, comment parler, comment notre non-verbal peut jouer, parce que ça aussi, c'est pas seulement... Je suis déjà fait coacher par c'est pas juste le fait que je parle, et non, il y a tout le non-verbal, la face, mon sourire. Je vais donner juste l'anecdote, j'avais à coacher une dame qui, elle était tellement, avait l'expérience, elle avait la connaissance, mais elle a passé à peu près, si je peux compter, 20 entrevues, et elle ne s'est jamais fait appeler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je l'ai appelée à mon bureau, j'ai dit mais attends, je vais voir un peu comment ça se passe. J'ai fait une simulation d'entrevue et puis j'ai relevé le point, c'est qu'elle ne souriait pas. Elle ne souriait pas, juste aussi simple, juste un petit sourire. Et tu sais, dans certaines cultures, on ne sourit pas n'importe comment. Surtout si c'est un homme qui est en face, c'est une femme, on ne sourit pas n'importe comment. Mais ici, en fait, c'est comme je dis, c'est apprendre un peu. Il y a certaines choses, oui, effectivement, qu'il faut réapprendre. Il y a d'autres choses qu'il faut rejeter. Il y a d'autres choses qu'il faut garder. Les respects et tout ça, mais juste un petit sourire. C'était juste ça. Pas grand-chose, juste un sourire. Parce que le sourire en soi, ça nous donne un peu une ouverture. C'est comme on est ouvert à la population. Si je ne souris pas, j'ai la face un peu, vous allez dire, oh mon Dieu, elle est trop sérieuse. Mais juste avec un petit sourire, ça ouvre un peu à aborder l'autre. Comment est-ce que je peux entrer en contact avec l'autre? Et ça, c'était important. Et quand je lui ai dit ça, elle a passé l'entrevue, elle a souri et on l'a appelée plus tard. C'était juste la seule entrevue et directement on l'a appelée. Parce que c'était des petites choses. Des fois, c'est des petites choses. C'est juste un sourire, c'est juste dire un bonjour. On arrive quelque part, bonjour Serge, ça va bien. Et ça fait que oui, parce que comme je disais, c'est pas juste les compétences, mais les savoir-vivre. Comment est-ce que je peux vivre avec les autres qui sont autour de moi? Parce que entre vous et moi ici au Canada, on passe 40 heures maximum d'heures au travail par semaine. Donc, ça veut dire que je vis avec mes collègues de travail plus que je vis avec les gens de ma famille. On part de la maison à 8 h, on revient à 17 h, 18 h, parfois 19 h. Voilà. Donc, la majorité de mon temps, je le passe avec mes collègues. Et est-ce que je serais capable, moi, de vivre avec quelqu'un qui ne sourit pas pendant 40 heures la semaine? Je ne pense pas que ça serait possible. Ou encore quelqu'un qui ne dit pas bonjour, ou quelqu'un qui n'est pas sociable, peu importe. Non. Alors, c'est sur ces bases-là que les employeurs peuvent nous juger. Et des fois, les gens sont frustrés, ils disent « Mais moi, j'ai l'expérience, je connais, et puis pourquoi on ne m'a pas appris ?»
l'attitude, la façon d'être avec les gens, les savoir-vivre, les savoir-être. Est-ce que je suis quelqu'un de jovial? Est-ce que je suis quelqu'un de sociable? Est-ce que je suis quelqu'un qui est ouvert, à qui on peut venir poser des questions? Est-ce que je suis quelqu'un qui va vers les autres pour poser des questions, pour demander, pour apprendre? Comme Serge dit, oui, l'apprentissage, mais ici aussi dans les compétences, c'est évalué par les employeurs. Est-ce que cette personne vient me poser la question? L'initiative, chose que je remarque dans certains pays, c'est on est juste à l'exécution. On exécute, mais ici, est-ce que je peux faire réfléchir même? Est-ce que je peux faire fonctionner mon cerveau? Est-ce que je peux aller au-delà de ce qui a été comme cadre? Est-ce que je peux amener une nouvelle idée? Est-ce que je peux amener une initiative? Toutes ces questions-là, ça fait que oui, on était en train de parler un peu avec Charlemagne avant l'émission, on disait les mathématiques, les A, X, cosinus et tout, ça servait à quoi dans la vie, mais on le voit, c'est parce qu'on sortait un peu de cadre des sentiers battus pour dire, ok, on peut aller au-delà dans la réflexion. Et c'est ça, tout ça, c'est un peu, c'est valorisé. Et c'est pas facile lorsqu'on arrive. Moi, je l'ai vécu, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée et voilà, aujourd'hui, je vis au Canada et j'aimerais que les autres personnes se sentent aussi à l'aise au Canada. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre et d'autres choses qu'il faut corriger. Et le Canada, c'est un pays, là, il fait beau vivre, là où on a des opportunités, il y a des défis. C'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr qu'il n'y a pas des arbres là où il y a l'argent qui pousse. Il faut travailler, nous sommes en Amérique du Nord. Alors, la beauté de la chose est que les gens sont ouverts ici. Nous sommes dans une société ouverte, tu n'es pas jugé parce que tu es noir, tu es une femme, tu es un homme, non, on te prend tel que tu es. Et puis également il faut être ouvert à accepter d'autres personnes. Parce que dans votre pays, peut-être vous n'êtes pas habitué à travailler avec des femmes et vous vous retrouvez que le boss ou bien la boss c'est la femme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, il n'y a pas de discrimination à ce niveau. On vit avec, c'est tout à fait normal. À Montréal, la mairesse, c'est une femme. C'est tout à fait normal et c'est l'égalité. Moi, je l'ai vécu, en parlant de ça, je l'ai vécu lorsque je faisais mon coaching, effectivement. Et j'avais un monsieur qui est venu, je vais taire un peu son origine, mais il venait de notre pays. Et puis il arrive, il me voit une femme, puis il savait plus quoi dire. Il était comme, ok, bonjour madame, et c'est à peine qu'il pouvait s'asseoir. Il est sorti de mon bureau, puis je l'ai suivi, j'ai dit monsieur, on avait rendez-vous et tout ça. Il dit non, mais en fait il était perdu. Et j'ai dû prendre le temps de travailler avec lui pour le mettre à l'aise. En fait, pour lui, c'est comme, est-ce que vraiment je suis à la bonne place et je suis avec la bonne personne? Il s'attendait à un monsieur, en fait. Je ne sais pas si on lui avait dit, mais il s'attendait à un monsieur. Finalement, il est arrivé, c'était une femme. Il était complètement désemparé. Et puis, il fallait que je travaille avec lui pour le mettre à l'aise, puis finalement, c'est comme ça. Gagner la confiance de la personne aussi. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à ajuster, dépendamment d'où on vient, dépendamment de ce qu'on a vécu aussi. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes, ça aussi, j'en ai vécu. J'en ai vu des gens qui ont vécu des traumatismes venus des pays des guerres et tout ça. Il faut essayer un peu de s'intégrer, pour vivre une vie normale. Et le Canada est là, il y a beaucoup de programmes qui sont là pour aider les femmes, les enfants, les hommes qui ont vécu des situations très difficiles au niveau de la guerre. Au niveau d'ailleurs, on a reçu, le Canada a reçu des Syriens il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des gens qui ont vécu la guerre et on est vraiment bien outillés là-dessus pour aider ces personnes-là. Peu importe les situations que les gens vivent au niveau de la société, le Canada est là et on a vraiment des structures bien préparées pour aider la personne à s'intégrer et à y vivre en plus. Donc, je vous remercie pour votre témoignage. Je pense que ceux qui nous suivent pourront en tirer profit de leur projet pour le Canada. Oui, on sait que tout le monde veut venir au Canada, tout le monde rêve du Canada, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut venir au Canada. Ceux qui peuvent venir au Canada, ce sont des personnes qui vont respecter ou bien qui vont répondre aux exigences du gouvernement selon le programme d'immigration que vous avez choisi. Si jamais vous êtes dans un projet d'immigration, vous avez des questions, vous êtes dans un projet que vous ne comprenez pas, mais vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre projet, vous nous contacterez avec plaisir de répondre à vos questions, de vous accompagner, de vous représenter et surtout de vous conseiller. Le mot-clé au Canada, c'est l'information et la patience. Si vous n'avez pas la bonne information, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Et si vous n'avez pas non plus la patience, vous ne pouvez pas aboutir dans votre projet d'immigration. Parce que ça ne fonctionne pas toujours comme dans vos pays ou bien dans les pays là où nous sommes originaires. Il faut être patient au Canada.
Nous vous remercions d'avoir été de nous. C'était Global Ferrer Immigration. Je suis Charles Roman, spécialiste en droit d'immigration, et je remercie Serge qui a été avec nous et Karine qui a été avec nous. Vous allez avoir leur contact à la fin de notre vidéo. Vous pouvez leur contacter directement par email. Quand parlons du contact au Canada, on n'est pas toujours obligé de parler avec la personne au téléphone. Vous pouvez lui envoyer un email, vous pouvez le contacter sur Facebook, il se fera le plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir été de nous et je vous dis à très bientôt au Canada. And I'm standing right here.